Donc, oui, bonjour encore à tous. Comme je l'ai dit, nous commençons ce webinaire sur la traque dans la phase initiale des urgences de santé publique. Donc, notre première présentatrice nous vient du Sénégal. Oumoul, elle est responsable de suivi évaluation au niveau du projet Brief for Action au Sénégal et nous partagera l'expérience du Sénégal dans le cadre de la CREG pour lutter, pour freiner les épidémies lorsqu'elles surviennent. Donc, donnerai la parole maintenant à Oumoul pour son intervention. Merci. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je vais allumer juste ma caméra le temps de la présentation. Je m'appelle Oumou Mbeng. Je suis chargée régionale de recherche, suivi, évaluation au niveau donc de CCP, donc basée au Sénégal. J'appuie le Bénin et le Niger. Voilà. Un plaisir donc de partager avec vous l'expérience du Sénégal par rapport aux premiers instants d'une urgence de santé, une urgence sanitaire par rapport aux procédures opérationnelles normalisées. Merci. Donc, slide, s'il vous plaît. Donc, pour les besoins de cette présentation, nous avons voulu donc circonscrire l'intervention sur la phase PANDA et précisément sur les premiers instants d'une urgence sanitaire. Et ce serait intéressant d'abord qu'on réfléchisse ou bien qu'on essaie donc de répondre à la question pourquoi est-il important d'avoir des processus ou bien des procédures opérationnelles normalisées? En anglais, c'est ce qu'ils appellent les SOP. Euh, Pourquoi c'est important? Ça permet d'optimiser le processus, mais également tout en assurant la conformité et fournir des instructions étape par étape aux différents acteurs. Comme vous le savez tous, au niveau donc du CREC, des comités CREC ou bien des commissions CREC, nous avons divers acteurs. Donc, c'est des comités pluridisciplinaires, multidisciplinaires. Donc, c'est extrêmement important qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire, avoir des instructions correctes pour pouvoir optimiser le temps et les réactions. Et pour cela, nous allons voir de manière systématique le quoi d'abord, avant de parler du qui fait, qu'est-ce qu'on doit faire en termes donc d'action. Comment devons-nous faire cette action qui sont les instructions? À quelle fréquence et maintenant qui doit le faire? Parce que c'est important qu'on sache qui doit le faire et à quelle fréquence devons-nous le faire et de manière beaucoup plus détaillée, le comment. Slide, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça qui a encore été représenté ainsi. Maintenant, en guise d'introduction, ce serait intéressant par rapport à nous, notre expérience au niveau du Sénégal. Nous avons eu une dernière décennie marquée par la survenue d'événements Ebola, comme nous l'avons partagé également avec beaucoup d'autres pays, la COVID-19 qui était mondiale, mais également on a eu donc la Crimée-Congo. Et par rapport donc à ces survenus donc d'événements, les procédures normalisées grecques ont été donc appliquées. Et en termes de leçons apprises, effectivement, après avoir fait mise en œuvre cela, on a toujours le besoin ou bien l'exigence donc de renforcer encore la CREC à tous les niveaux. Mais comme nous allons voir cela, on parle de la CREC pendant les premiers instants, mais pour parler de ces procédures, il faudrait en amont qu'il y ait une bonne préparation des documents en amont qui pourraient éventuellement aider ou bien appuyer donc la mise en œuvre donc de ces premiers instants. Et parmi ces documents importants qui sont les préalables, on a les plans, par exemple, les plans de communication, multirisques, euh, on a également les plans de renforcement de capacité des ressources humaines qui est extrêmement important qu'on sache quelles sont les formations qui sont nécessaires ou bien les renforcements de capacité qui sont importants qu'il faudrait faire. Il faut également qu'il y ait au moins ces procédures-là qui existent au niveau pays pour une bonne coordination, mais également une harmonisation dans la réponse. Parce que si on n'a pas ces procédures, si on n'a pas ces préalables, vouloir appliquer des procédures, donc d'autres, ça va être compliqué. Parce que chaque pays est assez spécifique, mais même si on a des éléments qui se regroupent ici, qui sont assez similaires. Slide. Maintenant, quand on parle
pendant les premiers instants d'une urgence sanitaire, nous avons voulu donc circonscrire cette présentation par rapport aux différents domaines de la CREC. Si on prend maintenant le premier domaine qui est le système, qu'est-ce qui est important durant les premiers instants d'une crise? C'est d'abord adresser une note de rappel sur le respect des procédures, donc, que j'avais dit tout en tantôt, qui était extrêmement important comme préalable à toutes les autorités concernées. Et partager une fiche technique sur l'événement, qu'on sache quel est l'événement, qu'on essaie de comprendre un peu plus par rapport à cela. Et comment doit-on faire cela? À travers peut-être un mailing list, parce qu'au niveau central, c'est un mailing list des différentes parties prenantes existe pour pouvoir envoyer donc ces correspondances à toutes les autorités avec pièce jointe des documents pertinents. Ça doit se faire tout à fait au début, donc c'est la fréquence. Et qui doit le faire? C'est l'incident manager qui a été donc nommé par rapport à cette urgence sanitaire ou bien par rapport à cet événement qui doit faire donc cette tâche pour permettre à tout un chacun de savoir un peu plus par rapport donc à l'événement, mais également de se rappeler donc de l'utilisation bien de l'application ou bien le respect de ces procédures opérationnelles normalisées. Toujours par rapport au système, qu'est-ce qu'il faudrait encore faire? Slide. C'est disséminer à tous les niveaux les plans, les directives, mais également les modules de formation qui sont sur la CREC qui sont disponibles. Ça aussi, c'était un préalable qu'on avait dit tantôt, que c'est important que ces plans-là soient partagés, toujours à travers le même canal, qui est le mailing list, ou bien l'inscrire à l'ordre du jour donc des réunions de coordination au niveau donc de chaque comité CREC. Les comités CREC sont au niveau national, mais également chez nous au Sénégal, on en a au niveau régional. On voulait même aller jusqu'au niveau départemental, mais pour le moment, c'est au niveau régional que ces comités sont avec quelques difficultés de fonctionnalité dans une région à une autre. Et ça, la fréquence, c'est à chaque fois qu'une nouvelle mesure, à chaque fois qu'il y a une nouvelle mesure, qu'il y a un changement par rapport donc à ces directives, elle doit être partagée. Et qui le fait? Ici au Sénégal, nous avons le secrétariat donc, du One Health. Ça peut s'appeler comme ça ici, mais dans d'autres pays, peut-être que c'est la coordination One Health peut avoir un autre nom. Et c'est au niveau de cette coordination que cette tâche donc, est conférée pour pouvoir partager ces éléments en termes donc de nouvelles directives, des modules de formation, de nouveaux plans qui ont été donc développés, qui doivent être partagés à l'ensemble des parties prenantes. Slide. Et comme troisième niveau, troisième point ou bien troisième instruction importante au niveau donc de ce domaine système CREC, c'est la mise à jour des plans d'action sur la base du plan multisectoriel de communication des risques et l'engagement communautaire. Et cela passe également par la mise en œuvre donc, du plan d'action CREC à tous les niveaux et la documentation donc, de ces interventions. Parce que comme vous le savez, ces comités CREC qui se réunissent ont des plans d'action à mettre en œuvre. Donc, ce serait intéressant pendant ces périodes-là qu'on puisse s'acheminer ensemble vers la mise en œuvre donc, de ces plans, de ce plan d'action qui a été donc validé à tous les niveaux, au niveau national comme au niveau région. Et ça, c'est à travers donc, les activités, les, les réunions qui sont tenues avec la convocation, bien les invitations des membres. Et la fréquence, c'est en fonction de l'évolution de l'événement, mais également, ça peut se faire en continu. Par exemple, durant la COVID, qui a quand même été un peu long en termes donc, de phase de riposte, c'était assez long, assez continu, c'était des activités assez soutenues. Et qui doit le faire? C'est les présidents des commissions CREC, présidents au pluriel parce qu'on en a au niveau national, mais également au niveau décentralisé. Slide, s'il vous plaît. Maintenant, par rapport au domaine coordination, toujours pendant ces premiers instants d'urgence sanitaire, parce que c'est un rappel qui est important, nous nous intéressons simplement aux premiers instants, parce qu'il y a la phase pendant, il y a la phase avant, il y a la phase pendant et la phase après. Mais nous nous sommes plus limités sur les premiers instants d'une urgence de santé. Là, c'est des activités à mener de manière globale par les présidents des commissions CREC au niveau national, comme je l'ai dit tantôt, comme au niveau décentralisé. D'abord, c'est la convocation des réunions d'urgence pour maintenir donc les rencontres périodiques. Comme je l'ai dit, sous COVID, on a eu à avoir des réunions tous les trimestres. Mais si peut-être la réponse est beaucoup plus courte,
les réunions peuvent être donc davantage beaucoup plus courtes, peut-être mensuelles, ou ça dépendra donc de la situation d'urgence. Mais également convoquer les réunions de suivi et d'harmonisation des activités CREC. C'est important, il y a, comme on l'a dit tantôt, les commissions CREC, c'est des commission multi-acteurs, c'est important qu'il y ait au moins une coordination des interventions. Si c'est dans le, je prends l'exemple donc de la grippe aviaire où on a eu des interventions du secteur de l'élevage, mais également des interventions par rapport à la santé, notamment le service d'hygiène. C'est important qu'il y ait un suivi pour l'harmonisation des activités. Est-ce que chaque acteur fait les activités qui étaient planifiées comme cela se doit, etc. Mais également l'utilisation des plateformes digitales d'une plateforme digitale, mais de la plateforme, il y a des plateformes qui existent pour partager et mettre à jour les informations sur l'événement. De plus en plus, ces plateformes sont utilisées pour avoir des informations à temps réel sur l'évolution donc de l'événement, mais également pour partager certains messages clés qui sont importants par rapport donc à la population. Faire les suivis, les supervisions de la mise en œuvre des activités CREC. Il ne s'agit pas de laisser les comités décentralisés faire ces activités et ne pas recevoir donc de supervision de la part du niveau central ou bien de la part du niveau régional. Donc, ces supervisions sont extrêmement importantes. Organiser une revue intra-action sur la CREC au moment de la mise en œuvre. Donc, faire une revue intra-action est extrêmement importante parce que ça permettra donc d'apporter les corrections idoines afin donc d'améliorer la réponse de manière globale. Comment maintenant ça va se faire par rapport à toutes ces activités qu'ils doivent faire, toutes ces tâches? C'est l'utilisation donc des emails, du mailing list pour convoquer l'ensemble des parties prenantes, l'élaboration des TDR s'ils doivent, si c'est des activités ou bien si c'est des supervisions à faire, partager les notes d'information aux acteurs ciblés et partager également les maquettes de présentation quand on parle de revue intra-action pour avoir toujours une harmonisation par rapport au partage donc de l'information. À quelle fréquence ça doit se faire? Dans les 24 heures qui suivent la première réunion donc, du système de gestion de l'incident, les réunions CREC doivent démarrer. Maintenant, selon l'évolution de l'événement, on peut décider de la périodicité qui va être adoptée, mais également, selon le niveau des réunions peuvent être décidées mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou bien en continu si on est en face donc d'une réponse qui dure un peu dans le temps, comme cela s'est passé dans le cadre de la COVID-19. Slide, s'il vous plaît. En termes de communication publique, toujours dans ces premiers instants, il y a quelques activités également qui ont été retenues comme importantes, qui sera donc fait par le président des commissions CREC au niveau national comme central. Comme décentralisé, c'est la facilitation de la tenue des réunions, des rencontres périodiques avec les médias pour le partage des informations sur l'événement. Ça, c'est un élément important pour partager donc avec les médias de manière globale, hein, télé, radio, mais également les médias sociaux sur l'événement à travers donc des points de presse, etc. Euh, diffusion donc des messages et distribuer donc les supports. Ça, c'est pour vraiment appuyer au partage donc des messages, l'adoption des comportements idoines, bien l'abandon de certaines pratiques par rapport donc à l'évolution donc de l'urgence. Et là, avec l'équipe donc pensait donc à l'élaboration ou bien à la rédaction des communiqués de presse qui pourront être donc relayés à travers les journaux, mais également à travers les autres canaux. L'organisation donc de points de presse pour faire donc le point sur l'événement, comme on l'a dit, mais également diffuser les communiqués de presse, organiser donc des conférences pour le briefing avec l'ensemble donc des parties, l'ensemble des médias pour aider donc à toute la population donc d'avoir les informations à date par rapport donc à l'évolution de la maladie et surtout les informations correctes ou bien les informations nécessaires donc par rapport donc à la situation. Ça peut se faire une fois, ça peut se faire au quotidien ou selon l'évolution donc de l'événement, des actions pourraient être prises par rapport à cette communication publique et avec les médias. Slide. Toujours, vous pouvez retourner un peu, oui, toujours dans cette partie de communication publique, effectivement, on avait parlé du fait
que c'est important de faire donc le monitoring du déroulement des activités et la diffusion donc des messages et les supports. La plupart du temps, hein, comme nous l'avons noté ici et dans d'autres pays, des supports de communication peuvent être produits en quantité, des affiches, des flyers, mais également d'autres supports promotionnels. Mais quelquefois, c'est la diffusion ou bien la dissémination de ces supports qui peuvent poser problème. Et à la fin de l'événement, on se rend compte qu'il y a des stocks assez importants au niveau national ou bien à un certain niveau, alors que les populations n'en avaient pas. Donc, pensez à faire la diffusion donc, de ces supports est extrêmement important donc, dans cette partie de riposte pendant les premiers instants, parce que ça permettra à la population d'avoir les informations nécessaires et répondre donc à beaucoup de préoccupations auxquelles donc, ils se posaient. Durant cette phase aussi, dans le comment, ce serait bien de penser à une contractualisation des médias. C'est vrai que nous n'avons pas parlé en amont comme activité préalable, mais c'est important d'avoir au moins, ou bien de connaître un peu le paysage médiatique donc, par rapport donc, au pays. Quels sont quels sont les médias les plus écoutés? Quels sont les médias qui sont, en fait, qui ont un bon maillage, etc. Comme ça, quand il y a un événement, on va optimiser le temps, choisir donc les médias les plus, j'allais dire, les plus pertinents par rapport donc, à la thématique, par rapport au moment pour contractualiser avec ces médias. Élaborer un plan budgétisé, effectivement, c'est extrêmement important parce que si dans l'élaboration de support, toute la ligne ou bien tout le montant nécessaire a été utilisé dans la production et qu'on n'a pas les moyens de faire la dissémination, ça peut poser un problème dans la mesure où ces outils vont être produits et gardés quelque part et la population ne va pas pouvoir en bénéficier. Donc, c'est comme si le résultat final donc n'a pas été atteint parce que ces supports ne parviennent pas à la communication, à la population. Identifier donc les groupes d'écoutants, les agents de pige, etc., pour faire le suivi de ce qui se fait avec les médias. Ça, c'est extrêmement important et ça fait partie des points faibles par rapport à beaucoup de pays. Nous mettons beaucoup d'argent en contractualisant avec soit des radios communautaires ou bien en contractualisant avec des groupes de presse, mais nous ne faisons pas le suivi. Est-ce qu'on est sûr que le nombre d'émissions que nous avons payées ou bien auxquelles nous avons fait une contribution a été respecté par l'agence, la radio ou bien le groupe de presse? Est-ce qu'on est sûr que le planning qu'ils nous avaient proposé en termes de diffusion a été respecté? Donc, il y a beaucoup de questions de qualité donc, qui peuvent se poser par rapport donc, à cette contractualisation avec les médias. D'où c'est important de réfléchir ensemble au niveau pays ou bien même voilà, au niveau beaucoup plus global, comment identifier les groupes d'écoutants ou bien des qui vont nous assurer que les outils ou bien la contractualisation a été donc respectée. En termes d'engagement communautaire, toujours par rapport à ces premiers instants, il est extrêmement important donc de faciliter la tenue périodique des rencontres avec les médias pour le partage d'informations, etc. Mais diffuser les messages et distribuer les supports parce qu'en fait, ça permet, c'est le canal que nous allons utiliser pour toucher donc la communauté et pouvoir les engager. Et pour cela, c'est extrêmement important aussi euh, de, de, de faire le... Oups, j'ai l'impression que c'est le même slide qui est revenu ici. En termes donc d'engagement communautaire, c'est vraiment les identifier dans la communauté qui sont les influenceurs, qui sont les potentiels influenceurs qui peuvent faciliter l'adoption d'un comportement ou l'abandon d'une pratique, quelles sont les plateformes d'échange qui peuvent être mises en place au niveau donc communautaire par rapport donc à ces événements, formaliser le partenariat avec les organisations de la société civile ciblées, par exemple si c'est les OCB, si c'est d'autres organisations de la société civile, mais également documenter toutes les bonnes pratiques et initiatives communautaires qui ont été donc menées durant la phase. Parce que c'est extrêmement important. Mais ce qui nous manque quelquefois aussi, c'est cette partie de documentation de l'engagement ou bien de la contribution des communautés. Et pour cela, comment on va faire ça de manière concrète? C'est envoyer des notes au DRS. Ici, chez nous, c'est les directions régionales de la santé. En fait, c'est un peu quand on prend l'exemple donc de la COVID-19, cette note a été envoyée aux régions médicales ou bien aux directions régionales de la santé, ce qui représente le ministère de la Santé au niveau régional pour une mise à jour de la cartographie des organisations communautaires de base. Là, actuellement, nous sommes même en train de travailler sur ça. Comment faire de sorte que cette cartographie va être
assez dynamique et pour avoir des informations assez réelles, des informations assez justes par rapport à cette cartographie des acteurs communautaires, collecter et valider ces listes avec les organisations elle-même identifier les meilleurs canaux donc, de communication pour toucher la communauté, mais également susciter la collaboration entre les acteurs et les associations. Mais pour cela, il faudrait en amont élaborer tout ce qui était TDR, partager ça. Et ça peut se faire tout au long du processus parce que tout au long de la riposte, il y a peut-être de nouveaux canaux à intégrer ou bien de nouveaux partenariats à nouer. Et c'est extrêmement important de prendre ça en compte. Qui doit le faire? C'est les présidents commission CREC au niveau national, mais également à tous les niveaux décentralisés. Slide. Maintenant, je pense que c'est le dernier domaine par rapport à CREC qui parle de l'écoute dynamique et de la gestion des rumeurs. Pendant ces premières phases, ces premiers instants donc d'une urgence sanitaire, il est extrêmement important d'intensifier la surveillance des plateformes de collecte des rumeurs parce que c'est aux premiers instants d'un événement que la plupart du temps, beaucoup de rumeurs circulent et c'est extrêmement important également de les collecter, de les vérifier, de les analyser, mais d'apporter des réponses pour atténuer un peu la désinformation ou bien atténuer ou bien renforcer davantage durant cette phase la mobilisation communautaire. Parce que si on laisse certaines rumeurs perdurer, cela peut créer un désengagement ou bien une démobilisation donc, de la communauté. Maintenant, comment allons-nous faire cela? C'est assurer la fonctionnalité des plateformes. Par exemple, les groupes WhatsApp, le centre d'appel, les liens de Google, ou bien d'autres canaux, ou bien d'autres plateformes qui sont disponibles au niveau pays. Mettre à niveau donc les informateurs clés au besoin. Ici au Sénégal, on avait opté pour l'option d'informateurs clés qui étaient issus donc de plusieurs secteurs. Ils peuvent être donc des personnes qui travaillent au niveau des gares routières, ils peuvent être des personnes qui travaillent au niveau donc des points de vente de bétail, etc., etc. Et qui sont des informateurs clés parce que dès qu'ils reçoivent une information ou bien une rumeur au niveau de la communauté, ils partagent ça avec les unités de gestion des rumeurs pour pouvoir anticiper, etc. Assurer un suivi quotidien des informations sur les plateformes, surtout les plateformes digitales, mettre mettre à niveau les informateurs clés aux besoins, assurer, etc. Mais également, cette activité doit se faire tout au long du processus. C'est pas, on l'a fait juste la première semaine, on doit arrêter, ça doit se faire en continu, comme je l'ai dit tantôt, pour toujours remobiliser les communautés par rapport donc à cette urgence. Et par rapport à la vérification et l'analyse, donc c'est partager l'accès à la plateforme de collecte des rumeurs. Bon, pour le moment, au niveau du Sénégal, nous sommes en train donc, de finaliser la digitalisation donc de ce système qui sera disponible à partir donc, du DHS. Donc, avec l'accès au DHS, on peut facilement partager donc, les rumeurs qui ont été collectées. Rappeler la nécessité donc, de partager toute rumeur qui circule, quelle que soit la source, et afin que les personnes dédiées puissent faire l'analyse et apporter donc une réponse. Slide. Et c'est ça, en fait, qui a été donc résumé ainsi. Pour l'écoute dynamique et la gestion des rumeurs, concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le quoi, c'est analyser et traiter les rumeurs. Ça, c'est extrêmement important, mais au préalable, bien sûr, les collecter. Comment elle doit se faire? C'est en convoquant donc les membres de l'unité de gestion des rumeurs. Ici au Sénégal, on a notre système de gestion des rumeurs donc prévoit des unités de gestion nationale au niveau régional, donc qui se réunissent pour dépouiller les rumeurs qu'ils ont. Donc, c'est dépouiller les rumeurs collectées, analyser les rumeurs collectées. Est-ce que ça nécessite une réponse, par exemple, ou bien est-ce que réellement c'est une rumeur, etc. Proposer des réponses. En proposant des réponses, ils mettent en contribution les experts par rapport donc à chaque sous-domaine ou bien chaque élément. Je donne l'exemple de la COVID. Si par rapport à la COVID, il y a une rumeur qui vient et que ça touche par exemple la vaccination, des experts donc en vaccination pourraient participer donc à la réponse à fournir donc par rapport à la communauté, élaborer un plan de riposte et l'exécuter. Comment nous allons répondre par rapport à cette rumeur? Est-ce qu'il s'agira de faire une vidéo? Est-ce qu'il s'agira de faire un spot? Est-ce qu'il s'agira de faire passer donc des circulaires ou bien est-ce qu'il s'agira de partager des notes? Tout dépendra donc de la rumeur et l'analyse donc qui va être faite.
Et par qui? Donc, c'est les coordinateurs de l'unité de gestion des rumeurs qui va voilà, faire le suivi donc, de cette riposte-là et de voir comment ça a été donc exécuté par rapport donc à la partie ou bien la zone ou bien l'aire géographique concernée. Slide. Et enfin, je pense que c'est notre dernier slide qui parle, qui schématise le processus donc, de gestion des rumeurs. C'est un processus qui démarre par la collecte des rumeurs à travers différents canaux, comme les réseaux sociaux, les médias en ligne, les médias traditionnels, bouche à oreille, etc., etc., etc. Et qui le fait? C'est les informateurs clés, c'est le numéro vert, c'est les agents qui travaillent au niveau donc, digital, etc., etc. Et une fois que ces rumeurs sont collectées, on passe à la partie traitement, le traitement qui s'opère à travers donc un tri qu'effectue donc le coordinateur. Mais comme je l'ai dit tantôt, on a un système qui est digital maintenant avec le DHS2. Donc, il y a une partie donc, de tri qui est déjà facile à faire avec la plateforme donc, DHS2 qui les trie en fonction donc, des régions pour faciliter à chaque région le traitement donc, de ces rumeurs. Et maintenant, après le traitement, on vient à l'analyse. Pour l'analyse, on partage avec donc, les différents membres qui ont le profil analyse au niveau donc, de la plateforme des HS2, qui vont regarder de fond en comble la rumeur. Est-ce qu'elle nécessite réellement une réponse? Est-ce que réellement voilà, ça a un impact, par exemple, par rapport au service? Est-ce que ça a un impact par rapport à la communauté? Ou bien est-ce que ça a un impact par rapport à l'événement? Euh, lui-même. Et là, après, on choisit quel est l'expert ou bien quels sont les experts, quelles sont les personnes à même, ou bien les personnes les plus pertinentes pour pouvoir donc répondre pour pouvoir répondre donc à cette rumeur. Et là, on a la réponse. Et une fois qu'on a la réponse, on arrive à la cinquième phase qui est la mise en œuvre, mais également le suivi. La mise en œuvre pour respecter le plan donc, de réponse qui a été donc, décrit. Le suivi pour s'assurer est-ce que toutes les actions qui ont été prévues dans ce plan-là ont été respectées, mais également faire le suivi par rapport à cette rumeur-là. Est-ce que cette rumeur-là va survenir? Est-ce que cette rumeur va s'estomper dans le temps ou bien est-ce que cette rumeur, la réponse qui a été apportée a été assez pertinente pour pouvoir par exemple, anéantir les effets entre guillemets de la réponse. Et pour cela, avant de finir, je donne juste un exemple qui a été donc qui a été fait donc à Louga dans le cadre de la vaccination HPV, donc HPV pour les jeunes filles. Il y avait des rumeurs par rapport au fait que ça allait empêcher donc à ces jeunes filles d'avoir des enfants quand elles auront l'âge adulte. Et là, un travail donc a été fait avec les acteurs de l'éducation, parce que c'était plus au niveau scolaire que cette rumeur-là était entendue. Donc, en travaillant avec ces acteurs-là, des réponses ont été donc trouvées avec les experts donc, de la vaccination. Ces réponses ont été déployées et après avoir déployé ces réponses-là, le constat, c'est que beaucoup de parents qui étaient réticents ont commencé donc à accepter que leur fille donc, se vaccine, mais également beaucoup d'enseignants qui étaient en train donc de décourager, entre guillemets, certains élèves ou bien certains parents à faire vacciner leurs enfants, ont quand même eu à partager donc la bonne information par rapport donc aux parents, mais également par rapport aux élèves, ce qui a amené quand même des résultats assez satisfaisants en termes donc de participation à cette vaccination contre HPV. Voilà, mesdames, messieurs, ce que nous voulons partager avec vous en termes donc de procédure opérationnelle normalisée dans les premiers instants au niveau donc du Sénégal. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Maud, pour cette belle présentation. Merci de nous avoir détaillé tous les processus euh, de gestion d'une épidémie ou d'une pandémie au Sénégal. Je pense que cette expérience nous donne beaucoup plus d'idées, nous éclaircit mieux et nous aidera aussi à peaufiner nos différentes stratégies, nos différentes manières de gérer les épidémies et les pandémies au niveau de nos différents pays respectifs. Félicitations à l'équipe du Sénégal et tous les membres du Sénégal qui sont connectés à ce webinaire. Sans plus tarder, nous allons passer dans les minutes qui vont suivre à la deuxième présentation avec Monsieur Beignet, qui est conseiller euh, technique senior du programme du SCC. Il est basé au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, avant de lui donner la parole, j'aimerais préciser que
les micros de tous les participants ainsi que leurs vidéos, leurs caméras sont coupées. Donc, euh, je vous prie de laisser vos différentes questions que vous avez au cours de la présentation dans le chat. Et après la présentation de M. Beignet, nous aurons un temps d'échange d'environ 25 minutes où chacun pourra intervenir et dire, poser ses questions ou partager son expérience. Donc, M. Beignet, attendez que je vous note. Ok, Monsieur Benet, je vous donne la parole. Vous avez la possibilité maintenant d'ouvrir votre micro. Merci, Jean-Jacques. Et bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc, comme dit, je suis William Beignet, conseiller technique senior sur le programme JSCC, donc pour la Côte d'Ivoire, projet Buffer d'Action. Donc, ce matin, voilà, donc, j'ai le plaisir de vous partager l'expérience de la Côte d'Ivoire. Jean-Jacques, tu pourrais mettre en diaporama? Voilà, merci. Voilà, donc ce matin, je vais juste vous partager l'expérience de la Côte d'Ivoire sur la CREC. Bien entendu, étant donné, on va dire, l'ensemble des piliers que nous pourrons parcourir en ce temps qui nous est imparti, je vais juste me focaliser sur la coordination de la CREC et l'expérience de la Côte d'Ivoire, donc pour la préparation aux urgences sanitaires, avant que l'urgence elle-même ne survienne. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme fondamentaux, notamment la coordination faite. Ici, vous avez bien. Donc, sur la diapo, vous avez la photo des membres de la coordination en communication sur les risques d'engagement communautaire. Voilà, donc, qui est une coordination multisectorielle. Vous pourrez voir même l'adhésion, la participation donc, des forces armées de la Côte d'Ivoire, la direction de la santé et de l'action sociale de l'armée de Côte d'Ivoire, avec au moins une dizaine de ministères, y compris les partenaires techniques, l'OMS, l'UNICEF, BIE, CIV et bien d'autres organisations. Slide. Bien, qu'est-ce que nous pouvons dire pour le contexte? Comme notre collègue du Sénégal le disait, voilà la crise majeure donc, qui a secoué notre sous-région, l'Afrique de l'Ouest, bien entendu Ebola, que nous avons tous connu de 2014 à 2016, donc qui a fait plus de 11 000 morts et qui a bien aussi affecté aussi les autres pays, même si nous n'avons pas enregistré de cas, mais ces différents pays-là, n'est-ce pas, ont été affectés. Donc, la Côte d'Ivoire, à l'instar donc, des autres pays donc, de la sous-région, tirant les leçons de cette crise majeure au niveau de la sous-région, après donc la levée de la fin de l'urgence de portée internationale en mars 2016, donc, a décidé donc de renforcer ses capacités à prévenir, détecter et riposter efficacement éventuellement toute maladie à potentiel épidémique. Voilà. Et pour ce faire, il était important donc d'évaluer ces capacités. Quand on veut les renforcer, il est bon de connaître le niveau auquel nous nous situons afin de pouvoir renforcer donc ce niveau-là pour un niveau meilleur, supérieur qui nous permettra d'être efficient. Voilà, donc cette évaluation des capacités s'est faite en décembre 2016. Voilà, c'est une évaluation externe conjointe, donc l'OMS et les acteurs de la Côte d'Ivoire donc, ont donc fait cette évaluation. Et pour le volet communication, CREC, qui fait partie d'un sous-domaine technique, aussi les différents piliers, et sur le J de cette époque, donc de décembre, le J 2.5, nous retenions à cette époque 5 piliers. Voilà, 5 piliers pour lesquels nous avons été évalués. Et pour le volet coordination, le constat qui a été fait, c'est que pendant la gestion de Ebola, une sous-commission communication a existé
Et à la fin de la gestion de l'événement de santé publique Ebola, cette coordination, cette commission a cessé de fonctionner. Slide. Slide. A cessé donc de fonctionner. Donc, l'une des recommandations de cette évaluation, donc, c'était de porter une nouvelle coordination qui allait être pérenne et qui allait préparer, n'est-ce pas, le pays à la gestion de tous les événements de santé publique qui surviendraient au niveau du pays. Voilà. Pour ce faire, donc, la Côte d'Ivoire a adhéré au programme de sécurité sanitaire que nous appelons, que nous reconnaissons tous par l'acronyme de GSCC, Global Security. Voilà. Et à l'intérieur de ce programme-là, comme je le disais tantôt, il y a la CREC, donc la communication sur les risques d'engagement communautaire. Et l'un des aspects, comme je le disais, donc pour cette CREC-là, c'est la coordination des interventions de communication. Et cela, en Côte d'Ivoire, nous l'avons bien compris, après donc cette évaluation, l'adoption du programme, l'adhésion au programme national de sécurité sanitaire, voilà, une plateforme Une Seule Santé, donc, a été mise en place qui est arrivée directement à la primature du Côte d'Ivoire. Et dans les tests portant création donc, de la plateforme, il y a des organes techniques de consultation que nous appelons ici les GTT, sur le groupe de techniques de travail. Et voilà, donc c'est donc faisant suite au décret portant création donc, de la plateforme et ses organes techniques que le GTT communication sur les risques donc, a vu le jour. Slide. Suivant. Voilà. Et quel a été le processus donc, de mise en place, excusez-moi, de cette coordination multisectorielle? Bien entendu, nous connaissons des crises sanitaires, on va dire santé humaine, mais aujourd'hui, l'expérience d'Ebola, qui est la plus récente, 2014, c'est de la COVID, n'est-ce pas, nous interpelle sur la nécessité d'avoir une collaboration, excusez-moi, avec tous les secteurs, voilà, qui pourront être impliqués. Voilà, donc santé humaine, santé animale, l'environnement, le budget autres, et l'armée, parce que quand il y a des décisions à prendre, donc il y a l'implication des forces de l'ordre. Nous avons vu les différents confinements dans nos pays pendant la COVID. Voilà, donc c'est ce qui nécessite donc l'implication de tous les secteurs, le budget, l'économie, parce qu'il faut décaisser après le fonds donc, pour la mise en œuvre des activités. Donc, pour ce faire, pour la création d'une telle coordination, il faut avoir une cartographie. Il faut faire un mapping des acteurs, aussi bien des acteurs du niveau institutionnel qu'au niveau communautaire. Communautaire, parce que nous avons beaucoup d'organisations locales, les ONG, nous avons des partenaires techniques euh, et financiers donc, qui interviennent aussi dans la communication. Donc, pour fédérer toutes ces interventions, ces acteurs-là, il faut une cartographie. Et c'est ce qui a été fait donc, avec l'appui du projet Bradford Action donc, euh, aux acteurs donc, à la plateforme. Donc, nous avons mené donc, cette cartographie-là. Mais elle s'est faite avec, bien entendu, un comité ad hoc. Parce que l'initiative ne peut pas venir du partenaire. Parce qu'après, il faut une appropriation et il faut donner une légitimité à cette instance qui va être créée là. Donc, il fallait partir d'un comité ad hoc. Ce comité ad hoc-là, c'est un comité qui est issu de l'ancienne sous-commission, comme je l'ai dit, communication Ebola, qui a cessé de fonctionner après 2016. Donc, des acteurs étaient encore présents, donc présents au niveau des institutions. Donc, en partant de cette on va dire, des cendres donc, de cette sous-commission ad hoc-là. Voilà, cette étude-là, cette cartographie a été menée et qui nous a permis d'ailleurs de comprendre en son temps qu'est-ce qui a bien pu marcher quand cette sous-commission a existé, quelles ont été ses forces, ses actions et pourquoi elle a cessé donc de fonctionner. Donc, c'est en même temps une cartographie, mais qui nous a permis de comprendre sur le mécanisme de fonctionnement de cette sous-commission-là pour, n'est-ce pas, faire des propositions en termes de recommandations pour asseoir une nouvelle instance multisectorielle qui aura beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus armée donc, à affronter les défis qui allaient se présenter à notre nation. Voilà. Donc, de cette cartographie et de cette évaluation du mécanisme, la rédaction donc, des tests portant création de cette coordination-là se sont faites.
Et notez bien, tout cela s'est fait en 2017-2018, bien avant que nous ayons ces crises, c'est la crise majeure donc, de la COVID. Et je citerai d'autres exemples, notamment la ressurgence de quelques cas COVID, pardon, d'Ebola donc en Guinée, je crois, si je ne me trompe pas, en 2021-2022. Voilà. Donc, bien avant que ces menaces sanitaires la frappent à nos portes, voilà, cette période-là a aidé à porter donc à la création de cette nouvelle coordination, donc à la rédaction des tests portant création et de son fonctionnement avec toutes les parties prenantes. Slide. Slide. Une fois que cette coordination a été créée avec l'ancrage institutionnel, parce qu'il faut le dire, chaque ministère, sur la base d'un courrier donc, qui a été transmis par le secrétariat Une seule santé, la Côte d'Ivoire, à tous les différents ministères et parties prenantes, chacun des ministères par la haute hiérarchie, donc le ministre donc, a désigné formellement chacun de ses représentants dans la structure. Les partenaires techniques l'ont fait pareillement, aussi bien les organisations de la société civile. Voilà. Et une fois que, comme je disais tantôt, la structure a été constituée, elle ne s'est pas arrêtée juste à son installation, mais elle a commencé à préparer, à développer des documents normatifs, entre autres les SOP. Mais une fois que l'urgence se présente, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous n'avons pas connu Ebola, mais comme je le disais, 2014-2016, cette expérience triste pour la sous-région. Ensuite, il y a eu des resurgences de cas euh, euh, au niveau de la Guinée, donc au niveau de Gouéké, une sous-préfecture au niveau de la Guinée qui fait aussi frontière avec la zone ouest de la Côte d'Ivoire, notamment du côté de Touba. Voilà. Donc, face à cette menace qui était à notre porte, la coordination CREC, donc, qui a été mise donc, en place, déjà sur la base des documents normatifs et des SOP développés pour son mécanisme, a commencé à travailler à la préparation donc, de l'événement. Voilà. Vous savez, nous sommes en communication et tout ce que nous faisons doit être basé sur l'évidence. Voilà. Et comme nous le savons tous, quand surviennent les crises ou bien quand surviennent, il y a des menaces, il y a des initiatives. Elles sont certes bonnes, mais c'est mieux quand elles sont dans un cadre de coordination. Et c'est pourquoi, dorénavant, en Côte d'Ivoire, dans la préparation, le GTT Communication a cette responsabilité-là. Donc, de porter toutes les actions. Donc, pour avoir des activités d'engagement communautaire donc, de nos populations qui sont au niveau des districts frontaliers avec la Guinée, il était important d'avoir la connaissance et attitude donc, sur la maladie. Donc, sous les lits donc, de ce JTT grec-là, cette étude rapide a pu être menée et de cette étude, des messages ont été développés, y compris les différents supports qui devaient accompagner. Et cette coordination-là, n'est-ce pas, coordonner tout ce qui était activité d'engagement, de renforcement des capacités des leaders. Voilà. Donc, renforcement des capacités de tous les leaders communautaires identifiés donc, au niveau des différentes aires de santé, identifiés au niveau des districts sanitaires, donc il y a 6 districts sanitaires. Donc, tous ceux-là qui ont été identifiés ont bénéficié de ce renforcement des capacités-là sous la coordination du GTD CREC. Ensuite, euh, euh, la communication publique, donc à travers les médias, voilà, notamment les radios de proximité, voilà, selon euh, la médiamétrie qui a été faite, les radios de proximité sont beaucoup écoutées en région. Voilà. Donc, des passages dans ces différentes antennes-là ont été donc réalisés par les différents responsables et tout ceci sous la coordination donc de ce GTT CREC donc qui a mis des pédistes avec l'appui financier donc de billets donc qui trace qui faisait le suivi donc au niveau de la diffusion des émissions réalisées et qui rendait compte donc à cette coordination pour un meilleur suivi donc à la prévention. Voilà. Donc voici un certain nombre d'actions donc, qui partent donc, de la communication publique à travers les médias qui ont été sollicités, l'engagement, le renforcement des capacités, des sensibilisations qui sont faites et donc le suivi de toutes ces interventions-là. Et tout ceci, ça s'est fait sous la coupole de cette coordination.
C'est pourquoi déjà depuis la préparation, il est important qu'il y ait cette coordination. Ici, elle est multisectorielle. On a, on a 25 euh, membres du GTT. La présidence est assurée par le directeur de la communication et des relations publiques du ministère de la Santé. La vice-présidence est assurée donc par le responsable communication du ministère des Ressources animales et halieutiques. Voilà. Et le secrétariat par l'Institut national d'hygiène publique. Voilà. Donc, et elle est tournante. Chaque 2 ans, il y a euh, une reconduction ou un renouvellement donc, de ce bureau. Et dans cette coordination, nous avons des sous-commissions. Une sous-commission est en charge de l'engagement communautaire, la gestion de l'infodémie, la communication publique, de sorte que chaque membre ait une responsabilité selon son domaine de compétence de prédilection. Voilà. Voilà, donc, juste pour présenter rapidement un peu l'organisation. Voilà, donc, face, je disais donc, à la préparation à l'urgence Ebola, voilà un certain nombre d'actions clés que nous avons retenues pour les différents piliers de la grecque. Et bien entendu, quand la Guinée, avec cette compétence qu'on la connaît, a su gérer donc, ces cas-là au niveau de la Guinée et qu'il n'y a pas eu donc, euh, de, il n'y a pas eu d'autres cas, il était important pour le pays de faire la revue après action, comme ma collègue donc l'a souligné. Et ça a été encore porté au niveau du GTT grec, donc qui a assuré donc ce volet-là, pour voir qu'est-ce qui a été fait avant, lorsqu'il y avait la menace, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas bien marché, qu'on pourrait éventuellement améliorer. Donc voici ici un exemple de préparation à une urgence portée donc par la coordination, avec quelques actions clés au niveau donc de la communication. Slide. Voilà. Donc, on a parlé de Ebola. Donc, la plus récente, c'est la COVID. Voilà. Donc, nous avons de l'anticipation à la gestion de l'urgence. Les leçons que nous tirons, c'est il ne faut pas qu'on attende qu'il y ait des crises sanitaires pour qu'on se prépare. Il faut qu'on soit toujours en alerte maximale. Nous avons tous des systèmes de surveillance. Donc, il y a des maladies sur surveillance. Voilà, certaines qui ne le sont pas. On a des systèmes qui permettent de rapporter des sites sentinelles de surveillance pour certaines pathologies. Donc, la coordination a ce devoir-là de se préparer. Et c'est comme ça qu'en février 2020, comme nous le savons, la COVID-19, depuis décembre, fin de l'année 2019, les cas ont été notifiés donc en Asie. En janvier, la progression en Europe. Nous, au niveau de l'Afrique subsaharienne, nous n'avions pas de cas à cette époque. Mais déjà, le GTC, dans son mandat de coordination de la CREC, a été déjà et organe technique de proposition, a commencé déjà à faire des propositions. Donc, sur la base des connaissances disponibles au niveau international, donc dans les pays où la maladie sévissait, la coordination a déjà proposé un plan. Parce que le plan, comme c'est la boussole en matière de communication. Vous pouvez avoir plusieurs activités, mais il faut que cela demeure dans une stratégie, dans un plan, dans un document cadre. Parce qu'après, il faut évaluer cette, euh, comment on appelle, il faut évaluer toutes ces interventions. Donc, il faut que ça demeure dans un cadre, dans un document. Et c'est ce qui a été fait avec un plan de communication. Donc, un plan de communication, l'anticipation, la préparation de l'événement, avec les idées de support qui ont été développées. Et un mois après, dès que le premier cas a été notifié, donc ce plan qui a été développé donc, par le GTT, cette coordination multisectorielle, a été, comment on appelle, ce plan-là a été mis en œuvre. Et comme il est multisectoriel, vous avez vu, je vous ai présenté l'image, l'armée est représentée. Donc, chaque des parties prenantes est fortement impliquée donc, dans sa mise en œuvre. Les eaux et forêts, le ministère de l'économie, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, et tous ces ministères-là sont membres voilà, de cette coordination-là. Et comme quand on est en urgence, les priorités change naturellement. Donc, le cadre de collaboration, le cadre de rencontre a aussi été réaménagé. Donc, les rencontres sont devenues beaucoup plus dynamiques quand on est dans la phase d'urgence. Donc, elles sont hebdomadaires, pratiquement chaque 2 jours, les rencontres se faisaient.
Et avec les mesures de confinement, de limitation de déplacement, elles se sont faites en ligne. Voilà, à travers des plateformes de la CREC, donc pour gérer donc, ces questions liées donc, à la mise en œuvre de ce plan. Slide. Voilà, donc quelques exemples. Euh, je, je, je ne vais plus citer ce que vous connaissez déjà en matière de communication publique que nous faisons tous, euh, les médias, mais surtout le dernier pilier qui affecte beaucoup, on va dire, nos interventions de communication, c'est la prolifération des rumeurs. Donc, la gestion de l'infodémie que nous connaissons et qui s'est amplifiée avec les réseaux sociaux et surtout avec la COVID, puis la COVID-19. Voilà. Et comme je le disais, donc, dans cette coordination GTT, on avait différentes sous-commissions, mais celle qui est en charge donc, de la gestion de l'infodémie, donc qui s'attelle donc à faire ces analyses-là. Et de voir la récurrence, c'est pareil comme au Sénégal, voilà, c'est le même système. La récurrence donc, de ces rumeurs-là et d'adresser selon les rumeurs le canal, le message, ce qu'il faut et pour que la bonne information soit donnée. Et comme je le disais, elle demeure cette coordination, un organe technique, force de proposition et qui est impliqué dans toutes les activités liées à la communication. Je vais vous donner un exemple simple. Cette semaine se tient sur 4 jours, voilà, le développement des plans d'urgence avec l'Institut national de santé publique. Voilà, et ça s'est porté par le GTT grec. Bien avant cette crise-là, nous gérons la dengue. C'est porté par le GTT grec. La grippe aviaire, ça sera encore porté par le GTT grec. Quelle que soit l'incidence, l'événement de santé publique qui survient, le GTT grec est reconnu comme organe technique à le faire. C'est vrai, les ministères ont les services de communication, voilà, les régaliens qui leur sont reconnus, mais aujourd'hui, on s'accorde qu'il faut avoir une vue beaucoup plus large, une collaboration beaucoup plus multisectorielle. Voilà, donc elle est fortement impliquée dans tout ce qui est renforcement et supervision des activités. Nous sommes dans la vaccination antipaludique pour la Côte d'Ivoire, vous le savez certainement. Depuis le 15 juillet, voilà, la Côte d'Ivoire a reçu des doses de vaccins antipaludiques pour les enfants de 6 à 15 mois. Donc, depuis 2 semaines, voilà l'introduction en routine donc, de la vaccine antipaludique est à ce niveau-là encore impliquée. Voilà. À l'intérieur de cette coordination, il y a le programme élargi de vaccination. Voilà. Donc, toutes ces entités-là du ministère de la Santé et des autres ministères se retrouvent. Et c'est cette coordination qui nous permet d'être efficaces. Slide suivant. Qu'est-ce que nous retenons de la préparation aux urgences? Du premier constat qui a été fait après COVID, pardon, après Ebola, une commission ad hoc, donc basée sur une note de service ou des arrêtés ministériels qui ont mis en place une commission, donc qui cesse après de fonctionner. La leçon que nous tirons à la suite, depuis 2018, la nécessité d'une coordination multisectorielle. Voilà, multisectorielle, qui a un ancrage institutionnel. Donc, comme je l'ai dit, je vous ai donné un peu le processus de courrier officiel notifiant chacun des membres, donc leur donnant ce mandat, cette responsabilité-là. La nécessité aussi de faire une cartographie des acteurs, s'assurer qu'effectivement, que nous prenons en compte les acteurs qui sont réellement impliqués, que ce soit au niveau central, je vais dire, à la capitale, au niveau régional, en région. C'est important que ce soit ces acteurs-là qui soient membres et les OSC. Aujourd'hui, nous ne pouvons mener d'activités d'engagement communautaire dans la communauté sans la participation des OSC, des organisations de la société civile, des organisations nationales, des ONG, des différentes fêtières, aussi bien les fêtières qu'on appelle des journalistes et autres. Et tout cela sont les membres donc, de cette coordination. Il est important d'avoir un bon mapping pour avoir les acteurs qui nous aideront donc à préparer ces événements. Et quand ces événements surviennent,
par leur implication, les activités se déroulent assez aisément. Aussi, pour nos pays, il faut continuer le renforcement des mécanismes de coordination, même en dehors des épidémies. Là, nous parlons des premières heures, ce que nous faisons dans les urgences, mais après, quand on est dans la phase, on est dans la riposte, après le relèvement, il faut maintenir donc ces mécanismes de coordination. Elles doivent plutôt réfléchir à ce qui viendra, tirer les leçons de ce qu'elles ont déjà fait et qu'est-ce qu'il faut améliorer pour les prochaines fois. Voilà. Donc, elles continuent de fonctionner par l'innovation, le développement de stratégies et l'implication dans tout ce qui est événement de santé. Donc, continuer le renforcement de la coordination. Pour nous, c'est vraiment la boussole. On peut avoir toute stratégie, mais si on n'a pas une coordination qui peut la porter, nos actions seront vaines. Ou on ne pourra pas simplement l'évaluer en fin lorsque nous aurons, n'est-ce pas, mené toutes ces actions-là. Slide. Jean-Jacques, slide. Slide. Voilà. Et il n'en demeure pas moins qu'il y a des défis, qui se présentent. Euh, Celle-là que nous connaissons certainement tous dans nos pays, c'est la disponibilité de fonds, donc les fonds dédiés. Quand nous sommes dans la préparation aux premières heures, il faut, n'est-ce pas, de fonds dédiés. Et en termes d'opportunités, les organisations, les partenaires techniques et financiers que nous sommes, Burford Action, les autres partenaires onusiens, les autres organisations internationales, nous sommes une opportunité, n'est-ce pas, pour nos pays. Mais il serait important d'avoir des fonds dédiés de façon générale. Ça existe, que le décaissement soit aussi, je vais dire, beaucoup plus accéléré pour permettre à ces activités, à tout ce qui est dans l'anticipation, de se faire bien, qu'on puisse, ce qui peut être géré dans les premières heures puisse être réalisé. Les rencontres hautes sont sans coût, mais il y a certaines, notamment comme réaliser des études, aller sur le terrain, qui vont nécessiter, n'est-ce pas, des déploiements de fonds assez rapidement. Et ça, c'est vraiment un besoin pour nos pays. Et pour la CREC, pour la Côte d'Ivoire, nous sommes bien implantés au niveau central, donc une vue d'ensemble, et nous nous projetons maintenant en région. Donc le défi pour nous, c'est d'avoir des coordinations multisectorielles au niveau régional et départemental. Donc tel que ça fonctionnait, nous voudrons avoir ces mêmes instances-là au niveau des régions qui, selon les réalités de chaque région, développera son plan basé sur la cartographie des risques. Parce que récemment, le pays a actualisé sa cartographie des risques. Voilà. Donc, les risques qu'on peut trouver dans une ville du Nord, par exemple, où c'est l'élevage, par exemple, qui est beaucoup plus pratiqué par rapport à une ville du Sud ou de l'Ouest, où c'est l'agriculture, la pêche, les risques sanitaires ne seront pas les mêmes. Donc, selon la cartographie des risques, que chaque coordination multisectorielle à son niveau ait son plan et déjà sur la base des outils nationaux, déjà se prépare donc à la gestion des potentiels événements qui pourraient survenir. Slide. Donc, de l'expérience, je vais dire, celle que je vous ai citée, donc sur Ebola et la COVID, voilà. Et pour nous, le préalable dans une bonne gestion, une bonne préparation des événements de santé, c'est une coordination. Et des réalités que nous avons, c'est d'avoir une coordination donc multisectorielle, donc portée par nos institutions et qui a un bon ancrage au niveau institutionnel. Mais aussi la proactivité aussi de cette... Parce qu'une chose, c'est de la créer, mais c'est il faut qu'elle soit proactive. Et donc, qu'elle soit proactive, il faut nécessairement des documents normatifs, des SOP qui soient déjà disponibles. Qu'est-ce qu'on fait quand les choses surviennent? Des documents, des plans selon la cartographie des risques sanitaires pour le pays. Voilà, vous connaissez les différents risques de chez vous. Voilà, des plans de contingence pour ces différentes crises-là, pardon, ces différentes maladies-là. Vous pouvez porter donc des plans, des documents de stratégie qui seront disponibles et selon la fréquence quand survient l'événement, vous les déploierez donc selon les directives, selon les sopités que vous les avez dit. Slide. Voilà. Donc, je terminais en vous disant merci par cette image-là qui est une union, une solidarité.
Voilà, donc l'action dans la multisectorialité. Voilà, donc gage donc d'une réussite de nos interventions pour la préparation aux urgences et les interventions aux premières heures des urgences de santé publique. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Monsieur Beignet, merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Beignet, merci à tous les participants qui sont connectés depuis le début de ce webinaire. Les chiffres ont continué à augmenter au fur et à mesure et vous êtes restés jusqu'à la fin. Je vous dis merci d'avoir participé à ce webinaire. Je tiens à remercier d'avance les présentateurs qui ont partagé ces expériences, qui nous ont fait comprendre ce que c'est que la CREC et les différentes étapes de gestion des urgences en santé publique de portée internationale. Monsieur Beni et Oumoul aussi ont détaillé les stratégies de gestion des urgences en santé publique. Nous avons aussi appris les leçons apprises qu'ils nous ont partagées et également les défis et comment faire face à ces défis-là lorsque ces défis surviennent. Voici un peu résumé ce que nous venons d'apprendre. C'est vraiment enrichissant ce que nous venons d'apprendre. Et comme je l'ai dit, nous allons maintenant passer à la dernière phase de ce webinaire qui est plutôt une phase d'échange. Vu que c'est vraiment un webinaire du partage de connaissances et tout ça, c'est intéressant que l'audience puisse avoir la parole et poser ses questions afin d'avoir plus d'éclaircissements. Je vois beaucoup de messages dans le chat. Je vais essayer de jeter un coup d'œil sur ces différents messages. Mais aussi, alors que nous allons utiliser les questions qui seront posées dans le chat, vous avez aussi la possibilité de soit lever votre main et nous vous donnerons la parole et vous pouvez vous adresser directement au présentateur. Donc, nous commençons l'étape des échanges. Merci. Marceline, vous voulez poser une question? Marceline, je ne sais même pas si je suis. Si vous n'avez pas des questions à poser, je suis en train de regarder dans le chat pour des questions qui sont restées. Si vous n'avez pas des questions à poser, oui, oui, Maxime, c'est pas la peine d'ouvrir votre micro. Merci. Oui, oui, Maxime, allez-y. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Louis Maxime Choumi. Je suis point focal du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage au niveau de Springboard, au BIE. Je suis très heureux de remercier. Vous m'entendez? Oui, je vous attends, allez-y. OK. Donc, je suis très heureux de participer à ce webinaire parce que c'est très intéressant dans le cadre de la santé publique. Vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée a connu la grippe aviaire et on est même encore presque dans la grippe aviaire parce que c'est pas levé officiellement. Mais je pose la question, quel serait le mécanisme d'implication de la société civile au niveau des opérations de riposte en cas d'épidémie ou de pandémie? Merci. Merci beaucoup. Je pense que je vais donner la parole à M. Beignet qui a parlé de la société civile. Oui. Marceline est en train de parler. Ah. S'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai donné l'autorisation pour que tous les participants puissent ouvrir eux-mêmes leur micro. Si vous n'avez pas droit à la parole, c'est pas la peine d'ouvrir votre micro. OK, allez-y, M. Beignet, pour la question. Voilà, merci, chers collègues. Voilà, donc qui intervient au niveau
de billets dont l'une des interventions, c'est la grippe aviaire. Donc, quelle serait l'implication des OSC dans le cadre donc, de la gestion des agents de santé publique? Voilà, donc vous avez vu, je l'ai notifié dans les leçons apprises, donc d'avoir donc une coordination élargie intégrant les organisations de la société civile. Tout simplement parce que c'est elles qui sont déjà en contact donc, avec les communautés, qui connaissent les réalités donc, des communautés. Donc, avec elles, quand on définit les stratégies, on a une meilleure appropriation. Je vais vous donner l'exemple ici. Nous, on a une fêtière qui est la FENOCI, qui est une fédération donc, qui regroupe l'ensemble de ces organisations. Et on a aussi la Croix-Rouge, je cite, hein, les collègues vont m'excuser si je ne cite pas toutes les autres, il y en a plusieurs comme ça. Et quand on se retrouve, par exemple, au niveau de la coordination, il y a un besoin de faire, par exemple, des enquêtes rapides, parce que c'est ça. Vous ne pouvez pas porter des stratégies de communication si vous ne savez pas ce que la population pense, si vous ne savez pas quelles sont ses pratiques, si vous n'avez pas de retours d'information. Voilà. Et l'une de leurs implications aussi, c'est dans la gestion des rumeurs. Ici, peut-être on aura une autre occasion, une autre opportunité pour présenter, développer beaucoup plus. Mais le système que nous avons de gestion de l'infodémie, les informateurs clés, tels que mentionnés par notre collègue, au niveau des régions, sont des membres de la société civile. Donc, c'est celle-là même qui rapporte. Ce pas des agents formellement au niveau enfin, de la Côte d'Ivoire, des agents de santé ou bien des agents je sais pas, de tel ou tel ministère, mais l'organisation les représentants de la société civile dans ces localités sont impliqués. Sont impliqués déjà. Ça, c'est un exemple. Donc, c'est elles qui rapportent à travers les sources de collecte que nous avons. Donc, on a les WhatsApp qui sont dans les différents groupes qui rapportent ce qui se fait, n'est-ce pas, en région. Et puis, nous traitons l'information. Et puis, bon, il y a d'autres plateformes que nous utilisons. Donc, voici une de les implications. Donc, dans la gestion de l'infodémie, les organisations de la société civile interviennent parce qu'en région, elles sont représentées, elles sont dans les communautés. Donc, elles nous rapportent ces événements-là. Deuxièmement, dans la conception des stratégies, parce que tout ça, quand ça remonte, les discussions se font en interne. Donc, bien entendu, les experts, les techniciens des ministères ont leurs propositions, mais bâties sur le retour d'informations des organisations de la société civile, on élabore les stratégies. Pour le suivi sur le terrain, nous avons 113 districts en Côte d'Ivoire, une population qui tourne autour de 30 millions d'habitants. 25 personnes à elles seules ne peuvent pas mener toutes ces activités-là. Voilà. Donc, leurs représentants au niveau de la coordination également veillent aussi. Quand il y a des actions, des activités, elles sont impliquées aussi bien dans la mise en œuvre sur le terrain, aussi bien dans la surveillance, pardon, dans la supervision. Donc, voici quelques-unes de les activités. Mais il est important que déjà, en amont, qu'elles soient impliquées déjà dans la coordination, dans la réflexion des problèmes de santé qui se posent. Comme ça, dans la mise en œuvre, on a une appropriation, une très bonne contribution. Voilà. Donc, je peux citer par exemple l'exemple que nous faisons pour la grippe aviaire. Donc, les collègues sont revenus de mission ce week-end-là. Donc, ce que nous faisons, et c'est une expérience de la COVID, nous avons développé, nous avons aidé les acteurs, comment on appelle, en région, au développement des plans d'action communautaire. Donc, ils l'ont fait, ce qu'on appelle les GDH, c'est le groupement de défense sanitaire, avec des organisations de la société civile et des fêtières qui elles-mêmes se sont assises et qui ont développé les plans d'action communautaire et qui elles-mêmes sont en train de la mettre en œuvre. Donc, pour un premier début, nos collègues sont partis pour l'assistance technique et puis le suivi va se faire. Voilà. Mais c'est parce qu'en amont, elles sont impliquées, donc dans la mise en œuvre, elles le font. Voilà. Donc, voici un exemple pour la grippe aviaire que nous sommes en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci. Merci, M. Bénier, pour la réponse à la question. La deuxième personne qui avait soulevé sa main, avant que je ne revienne à une question qui était laissée dans le chat, c'est M. Boubacar Bakoum. Je pense qu'il est du Niger, si je ne me trompe pas. M. Boubacar Bakoum, vous avez la parole pour votre question. Euh, et bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Boubacar Bokom. Je suis de FHI 360 Mali.
Moi, surtout, j'ai deux bons commentaires et puis une question. Tout d'abord, je voulais comprendre un peu, parce que nous avons l'expérience au Mali et nous avons utilisé ces comités, ces CREC au niveau de chaque région, mais nous avons constaté une chose, c'est qu'après la fin d'un projet, et nous avons trouvé tout de suite, nous venons de lancer nos activités dans trois régions du Mali, à savoir Ségou, Bamako, quatre régions de Bamako, Ségou, Sika, Kaï et Mopti. Lorsque nous avons passé pour voir la mise en place, est-ce qu'il existe déjà des comités CREC qui existent par rapport au One Health, parce que nous avons un projet Global Health Security que nous mettons en œuvre. Donc, on a trouvé que les comités étaient vraiment c'est des comités moribonds en fait. Tu vois. Donc, pourquoi? Parce que c'est des comités qui ont été mis en place à travers un projet. Et après ce projet qui est fini, on avait un projet de One Health ici au Mali. Donc, après le projet, qu'on appelait Kenny Killing, lorsque le projet est parti, on vit que vraiment les structures de santé, les structures vétérinaires, etc., qui composent ce comité CREC, est parti vraiment en son activité. Donc, maintenant, pour moi, pour M. Béni, euh, voilà, je pense bien, c'est M. Béni, notre présentateur. Quelle est en Côte d'Ivoire l'expérience par rapport à ça? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil? Nous venons de relancer ce comité, mais j'ai compris que ce comité, c'était toujours lié à un projet. Quand les projets partent, les comités sont moribonds. Et lorsqu'un autre projet vient maintenant, on les réveille encore. Donc, je me suis dit, est-ce que nous pouvons continuer dans ce sens? Parce que c'est tous les services de l'État qui sont impliqués dans le One Health. Ça, c'est ma première question, commentaire et première question. Deuxième point que je voulais aborder, c'est que d'abord par rapport au pugistes que vous utilisez souvent pour assurer la mise en œuvre, c'est-à-dire pour assurer le tracking des activités de communication mises en œuvre sur les antennes, etc. Comment vous gérez ces pugistes? Quel est vraiment le défi qu'on rencontre pour la mise en place de ces équipes de pigistes et comment on les motive. Je voulais comprendre un peu ça pour savoir un peu comment est-ce qu'il faut mieux travailler avec ces pigistes-là, si c'est des bureaux d'études qu'ils font ou bien si c'est des personnes individuelles qu'ils font, qu'on puisse Pas Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Hein? Allô? Oui, Qui allez-y, arrive? M. Boubacar. Ok, merci beaucoup. Donc, après ça, ma dernière intervention, c'est par rapport surtout à la cartographie. La cartographie des zones de risque. Est-ce que vous avez un tableau de cartographie qui peut aider? Quels sont les critères que vous utilisez? Si vous pouvez partager ça avec nous pour qu'on soit tous au même niveau d'information. Donc, voici les trois points clés que j'ai. Je remercie beaucoup la Côte d'Ivoire pour l'expérience par rapport à la CREC pour cette expérience partagée avec nous. Merci beaucoup. Merci, cher collègue Boubacar. Euh, Effectivement, je suis totalement d'accord. Nous avons fait le même constat. Vous voyez, au début de ma présentation, j'ai parlé d'une sous-commission Ebola qui, après 2016, a cessé de fonctionner. Justement, elle a cessé de fonctionner parce que, à la période alors, elle fonctionnait sur la base, certainement, d'appui financier, donc de partenaires techniques. Voilà. Donc, naturellement, les fonds étant dédié, comment on appelle, pour l'urgence sanitaire. Donc, après l'urgence d'Ebola, naturellement, il n'a plus de projet Ebola. Donc, quand il n'a plus de projet Ebola, c'est qui est rattaché donc comment on appelle, à la création donc de telle instance, meurt de sa petite, s'éteint de sa petite mort, comme on pourrait le dire. Et là, c'est l'une des, quand on a fait cette évaluation, pardon, quand on a fait cette première évaluation pour comprendre les mécanismes de fonctionnement, voici l'une des leçons que nous avons tirées. C'est pourquoi la CREC, qui a été, comme on appelle, au niveau central, donc la coordination nationale, comme je l'ai dit, on va maintenant en région. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas encore en région. Donc dans la CREC nationale, nous avons voulu qu'il y ait vraiment cet ancrage institutionnel. Pas que Monsieur Beignet, ministère des Ressources animales, bien de la santé, ok. Donc, on dit, ok, désormais, vous y allez, vous êtes membre de la CREC au niveau Côte d'Ivoire, donc vous y allez quand vous êtes convoqué. Non,
On a voulu que les désignations soient formelles, partant de la haute hiérarchie. Donc, c'est un travail qui a été fait. La coordination de la plateforme Une Seule Santé, comme je l'ai dit, elle a développé son plan d'action. Je vais vous donner un exemple simple. Certainement que vous connaissez le Pandemic Fund, Fonds pour les pandémies, financement Banque mondiale. Je pense que beaucoup de nos pays ont soumissionné. C'est eux, la plateforme Une Seule Santé, qui ont eux-mêmes fait tout le processus de soumission. Nos partenaires techniques, c'était juste l'appui technique. Ça, c'est par exemple un exemple. Donc déjà, avoir cet ancrage institutionnel. Et chacun des membres identifiés, que cela fasse partie de son cahier qu'on appelle de son scope. Comment on dit ça? Je vais dire de ses responsabilités au niveau de son ministère. Si ce dernier, il devait faire au niveau de la communication, pardon, au niveau du ministère de la Santé, il était en charge des services digitaux. Désormais, dans ces tâches de services digitaux, il y a le CREC, il y a une mention qui est spécifique par rapport aux activités du CREC au niveau national. De sorte qu'il intègre, cela n'apparaît pas comme un travail supplémentaire. Je vais donner l'exemple d'un plan qui est en train d'être fait à Yamoussoukro. Je n'y suis pas. Il n'y a que les membres de la CREC qui eux-mêmes sont en train de faciliter leur propre atelier. Ça, c'est un, parce qu'on les forme pour qu'ils puissent le faire. Donc, nos partenaires leur apportent le renforcement des capacités suffisant. Aussi, il y a des modalités de fonctionnement qui leur permettent de se réunir, qui ne sont pas toujours forcément liées à des financements. L'image que je vous ai présentée, c'est un local du ministère de la Santé, donc du centre d'appel 143, avec un amphithéâtre et tout un dispositif, donc, qui naturellement est dans un établissement l'établissement public sanitaire, mais qui, bien évidemment, avait bénéficié de l'appui des partenaires techniques pour son aménagement, mais qui aujourd'hui fait office de lieu de rencontre pour ces différents ministères pour discuter de la règle. Donc aujourd'hui, même quand on a fini en 2020, 2021, 2022, et que de cette période jusqu'à la COVID, il n'y a pas eu de financement majeur, c'est vrai que bien, on apporte un appui technique, mais on n'a pas je vais dire, les moyens peut-être de couvrir tout le pays, eux-mêmes, ils arrivent à s'organiser. Mieux, je vais vous partager une expérience que nous sommes en train de faire, et ça, sous le lead du président du GTT. Désormais, pour la Côte d'Ivoire, dans tous les districts sanitaires, les points focaux communication sont les fonctionnaires. Initialement, dans ces districts-là, c'était des personnes des communautaires, donc, qui étaient motivées ou rémunérées selon les activités qui se menaient. Donc, s'il fait une activité pour Lyon, il aura quelque chose. Donc, après, quand il n'y a pas l'activité, ça cesse. Donc, en région, puis il y a les activités de communication liées, elles ne seront pas pérennes parce que c'est lié à un financement. Pareil aussi pour tout tel autre secteur. Et cette année, avec l'affectation, je ne sais pas s'ils sont sur le col, ils pourront confirmer, de ces nouveaux fonctionnaires-là, tous ces fonctionnaires qui ont été rappelés auront désormais dans les fiches de poste des activités liées à la. C'est pourquoi, et de ces différents points focaux qui sont là-bas, et les autres aussi, hein, c'est valable pour toutes les choses, les autres ministères, ils auront ces activités-là intégrées dans les fiches de poste. Et depuis l'année passée, la plateforme Ministère de Santé au niveau national a commencé à installer des plateformes départementales. Donc, ces plateformes départementales sont échapeautées par les préfets. Et il y aura ce qu'on appelle ces GTT, au niveau régional. Donc, selon on appelle les outils qui seront mis en place, ils auront un devoir, n'est-ce pas, d'activité, de rendre compte à la hiérarchie, donc au niveau central. C'est pas évident, ça je l'avoue. Et c'est pourquoi, justement, dans l'un de nos défis, j'ai mis en termes de, comment on appelle, j'ai appelé euh, les ressources, la disponibilité en termes de ressources. Je l'ai même mentionné dans ma présentation. J'ai aussi un gage. Si au niveau de nos ministères, au niveau de nos plateformes départementales, il y a des budgets qui sont alloués, n'est-ce pas, pour les différentes composantes. Cela pourrait constituer une base de fonctionnement, une base pour aider, n'est-ce pas, ces CREC au niveau régional, au niveau central, à fonctionner. Voilà. Donc, je l'ai aussi mis au niveau des défis. Donc, c'est d'avoir dans nos budgets, celui que j'essaie, ça existe, mais par moment, la procédure de décaissement, par moment, peut être un peu longue et lourde, alors que l'urgence peut se présenter. Donc, la première des choses à faire en termes de pérennisation, c'est dans la formalisation, comme on a nos plateformes et tout ça, les décrets, chez nous, c'est
c'est arrimé par la primature, donc ce n'est pas un ministère, ce n'est pas des arrêtés qui ont été faits par plusieurs ministères, donc par la primature, donc qui chapeaute tous les ministères. Voilà, donc ça fait un courrier émanant du ministère, de la primature, donc de la coordinatrice de la plateforme mutuelle santé à tous les ministères à effet. Donc c'est eux, donc des acteurs qui sont formellement reconnus, donc qui sont reconnus parce qu'ils le font. Deuxième des choses, si on se met au niveau régional, que ce soit la même procédure, de sorte que ceux qui sont identifiés, que ça fasse partie de l'ESCOM, et de deux, ça c'est une responsabilité au niveau de nos pays, qu'on puisse allouer des budgets au niveau de la gestion des ripostes. Ça existe dans les ministères, mais que les mécanismes aussi je vais dire, de décaissement peut-être soit peut-être beaucoup plus allégé, mais beaucoup plus rapide pour permettre qu'ils puissent le fonctionner. Et puis naturellement, les partenaires techniques, on pourra apporter plus tard notre appui. Vous avez posé la question c'est la cartographie des acteurs. Je vais laisser, si vous me permettez, je vais au mot de répondre à la question sur la cartographie. J'avais déjà même vu une question dans le chat sur la question des cartographies aussi, s'il y a un modèle que vous pouvez partager, un modèle à suivre. Oui. Donc, je vais laisser à Oumoul de pouvoir intervenir sur cette affaire des cartographies. Et puis, Oumoul, en même temps, je profite de dire il y avait une question où on dit que faire d'un influenceur qui n'adhère pas ou qui ne collabore pas. Merci. Oui, très, très bien. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Effectivement, en fait, il y a d'abord deux points qui sont importants. Euh, Qui est l'influenceur? Qui influence qui? C'est un influenceur de la communauté. Ça veut dire que c'est la communauté qui choisit que cette personne pourrait être un influenceur par rapport à tel secteur ou tel autre secteur. Pour ces gens influenceurs, s'ils disent, par exemple, ou bien s'ils font des publications, ou bien qu'ils sortent des choses qui sont un peu en déphasage avec les priorités du programme, ou les messages formulés par le programme, ce serait bien de voir comment les renforcer, comment discuter avec ces personnes-là afin qu'ils puissent donc partager la bonne information. Mais si c'est un influenceur qui a été déjà identifié par la structure, par exemple, je donne un exemple d'un poste de santé dans une localité donnée, qui pense que telle personne qui peut être un leader communautaire religieux pourrait être un influenceur par rapport à tel ou tel autre lié à un événement de santé. Ces influenceurs, avant de pouvoir parler de la question, sont d'abord renforcés. Donc, en ayant après avoir donc reçu cette formation, donc, en ayant ces renforcements-là, ils sauront quels sont les messages les plus appropriés donc, à partager avec la communauté. Et donc, c'est toujours par rapport donc, à ces séances-là de coaching, entre guillemets, de ces influenceurs, afin qu'ils puissent donc délivrer les messages donc, idoines. Maintenant, par rapport à la cartographie, effectivement, j'avais répondu donc, sur le chat. Comment on peut faire? Je pense que le plus grand défi, c'est comment avoir une cartographie unique. Parce que si vous regardez dans chaque secteur, que ce soit santé humaine, animale ou environnementale ou autre secteur, il y a au moins une cartographie qui existe quelque part. Mais maintenant, comment fédérer toutes ces cartographies afin d'avoir un document unique et un document également dynamique dans le temps? Ce que j'ai répondu avec l'exemple du Sénégal, c'est que nous essayons de travailler avec avec les trois secteurs dans un premier temps, humain, animal et environnement, que chaque secteur se sente impliqué dans le processus. Donc, depuis le début, depuis l'élaboration des TDR par rapport à ces cartographies, participer à cette cartographie sur le terrain en identifiant quels sont nos points d'entrée, parce qu'on n'a pas le même découpage, que ce soit sanitaire ou administratif. Par exemple, chez nous, le secteur de l'élevage, c'est plus le découpage administratif, alors que le secteur de la santé humaine, c'est découpage sanitaire, donc qui sont un peu déphasés. Donc, on a essayé de trouver quel est notre point de contact, point donc dans lequel on peut trouver l'ensemble des secteurs au niveau le plus périphérique possible. Identifier ces membres donc, de ces secteurs-là en points focaux dans la mesure où ils vont nous aider à faire la réactualisation donc, des acteurs tous les semestres. Est-ce que ces acteurs sont toujours dynamiques? Est-ce qu'il y a de nouveaux acteurs ou bien est-ce qu'il y a des acteurs qui ne sont plus fonctionnels du tout? Comme ça, s'il y a effectivement une urgence, qu'on puisse donc les déployer ou bien les activer pour qu'ils puissent participer dans le processus. Donc, nous avons essayé donc de travailler comme ça avec les trois secteurs, avoir donc une cartographie qui va être donc accessible à travers donc une plateforme
qui est logé donc au niveau par exemple au niveau du COI et qui pourra donc être disponible pour l'ensemble des parties prenantes parce qu'au-delà d'avoir la cartographie comme le veut l'évaluation externe conjointe, c'est un outil d'aide à la prise de décision parce que chaque acteur concerné pourra savoir qui sont mes acteurs, quelles sont les formations qu'ils ont reçues à date, ou bien quels sont les besoins de formation sur lesquels donc je devrais m'inscrire afin donc d'éviter les doublons. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à la cartographie. Il y avait une question aussi sur la cartographie des risques pour M. William, mais également pour dire que également le Sénégal notamment le COU, donc, a eu à faire donc, un exercice de cartographie donc, récent en se basant sur la probabilité donc, de survenue des risques, mais également sur la gravité. Donc, par rapport à chaque zone, chaque région, si je peux m'exprimer ainsi, il y a une cartographie donc, ou bien un exercice donc, de croisement de la probabilité donc, de survenue de certains risques liés donc, à la gravité ou l'intensité qui a été donc faite pour permettre de savoir quels sont les risques que nous avons dans chaque région, mais également ces risques, nous avons essayé donc de les désagréger en fonction des 12 mois de l'année. Parce par exemple, pour certains maladies, par exemple, nous savons que c'est plus ou moins saisonnier, notamment la fièvre de la vallée du Rift, en fonction donc de l'hivernage, etc. Il y a plus de survenus de chances de survenir donc de cette maladie que d'autres par rapport donc à ces régions. C'est juste pour donner de manière assez sommaire. Maintenant, s'il y a un besoin, on peut toujours partager soit les liens, soit pour pouvoir donc visualiser ces éléments-là à travers donc les informations qui sont au niveau de Springboard ou bien à travers Jean-Jacques. Voilà ce que je voulais donner comme information. Voilà, il y a une question aussi par rapport, ou bien un commentaire, je pense de M. Bokoum par rapport aux comités qui sont un peu moribonds. Effectivement, ça c'est assez noté. Mais la remarque que nous avons faite, c'est qu'au-delà de la disponibilité du financement, des fois, il y a un problème de contenu. Je m'exprime. Si on est à un niveau décentralisé, niveau département par exemple, et que durant la période, on avait peut-être initié des réunions ou bien on avait prévu des réunions trimestrielles ou semestrielles des commissions CREC au niveau départemental, si durant la période, les gens ne voient pas de thème, ne trouvent même pas un sujet, un objet de discussion, les gens ne se réunissent pas. Contrairement au niveau national où il y a plus donc d'opportunités donc de partage, parce qu'au niveau national, il y a plus de secteurs, il y a plus d'organisations qui participent. Il y a plus donc de choses à discuter comparativement donc au niveau départemental. En tout cas, nous au Sénégal, ce que nous avons vu, c'est qu'après la levée donc de l'urgence pour Covid, il y a eu des comités décentralisés qui ne se réunissaient pas. Au-delà donc de la disponibilité des fonds, c'était le manque de thèmes ou j'allais dire de contenu par rapport donc à ces réunions, contrairement au niveau national qui continue de se réunir pas plus tard que la semaine dernière. Voilà, merci beaucoup. Merci, Oumou, pour cette intervention. Nous avons deux dernières questions que je vais adresser à la fois à M. Béné va commencer et ensuite, si Oumou, vous avez des choses à ajouter, vous pouvez aussi répondre à la question parce que cette question s'adresse à vous deux. Il y a la question que la personne demande, aimerait savoir, quand on parle de communautaire dans le cadre de la CREG, s'agit-il bon, c'est abrégé OBC, je ne sais pas c'est quoi, ou parle-t-on de ONG, Les ou organisations à base communautaire. OK, organisation à base communautaire. Est-ce que quand on parle de communautaire dans le cadre de la CREG, la personne aimerait avoir plus de précisions? S'agit-il des organisations à base communautaire ou s'agit-il des ONG ou de la communauté elle-même? Merci. OK. Merci. Voilà, je vais prendre un exemple simple. On peut avoir une organisation à base communautaire, voilà, qui est simplement un regroupement de personnes, une association de personnes qui œuvrent pour un même objectif. Voilà. Donc, c'est seulement une organisation à base communautaire. Et comme vous le connaissez, je pense peut-être pour certains pays où on a bien, on a les groupements féminins. Voilà. Donc, ils sont des groupements à base communautaire dans les villages de femmes, donc, que nous impliquons dans nos différents programmes pour, on appelle au niveau du PMA et du paludisme. Maintenant, les ONG, c'est différent. C'est toujours des groupements, mais qui, encore pour la Côte d'Ivoire, il faut, il faut une certaine documentation. Voilà. Donc, il faut des déclarations, donc des attestations de fonctionnement, donc qui régissent, donc la loi régit leur fonctionnement à travers certaines règles et qui généralement
soit ont une thématique par rapport pour laquelle elles s'intéressent. Donc, on aura ici pour la Côte d'Ivoire des ONG qui sont portées en santé, on aura des ONG sur le paludisme, euh, on aura des ONG pour la lutte contre le VIH et pour les autres pandémies. Voilà. Donc, elles, par exemple, les organisations telles les ONG, elles vont capter des financements. Donc, elles ont du personnel, des bénévoles qu'elles vont former, qui vont travailler dans la communauté. Et généralement, les personnes, en fait, ce qui est recommandé, avec lesquelles, les bénévoles avec lesquels elles vont travailler, doivent être des personnes qui sont issues des communautés pour une meilleure immersion. Voilà. Donc, généralement, vous verrez dans nos documents politiques, on met simplement organisation de la société civile. Donc, pour pouvoir regrouper toutes celles-là. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà. Merci. Donc, ma collègue. Ah oui, au moins vous avez quelque chose à ajouter Oui, je à pense notre que c'est déjà question? très bien dit, mais juste en complément, quand on parle de communauté, en fait, c'est tout ce lot-là. Tout, on ne peut pas dire on va parler à la communauté en parlant à toute la population, c'est pas possible, mais toutes les représentations de la population qui existent au sein d'une communauté. Donc, ça peut être très divers, donc d'une communauté à un autre. Et même, donc, ce que je voulais juste peut-être apporter avec la contribution déjà de M. William, c'est que dans certaines localités, on peut avoir des organisations locales, des ONG locales. C'est quasiment comme des associations, mais peut-être qu'ils n'ont peut-être pas de financement à l'image des organisations qu'il vient d'expliquer qui pourraient être également donc des membres de la communauté qu'on peut engager donc dans le cadre des ripostes. Il y a également des associations qui peuvent exister. Il peut y avoir donc les jeunes, les associations de jeunes. Ça peut être également des leaders communautaires dans la communauté qu'on peut identifier, des leaders religieux, etc. Donc, je veux dire, tout dépend également de la configuration de la société dans chaque localité qu'il faudrait donc identifier ces personnes, ces groupements qui existent, d'où la nécessité donc de faire cette cartographie qui nous permettra de savoir qui sont les intervenants, sur qui on peut s'appuyer éventuellement en cas de réponse. Voilà, merci. Merci beaucoup, Oumoul. Nous avons une dernière question. J'adressais d'abord la question à Oumoul et puis ensuite, si M. Béni a des compléments, on va ajouter. Existe-t-il un mécanisme de pérennisation du GTT CREC sans les appuis des partenaires techniques et financiers? Je ne sais pas si cette Wow, question avait déjà été répondue. oui, je Oui? pense que M. Bernier a déjà parlé un peu de ça. Ah, Je OK. pense que l'exemple qu'ils ont donné avec l'ancrage au niveau donc, de la plateforme Une seule santé et le fait également de les mettre dans la description de tâches, et à mon avis, hein, à mon sens, ça peut être un bon point. Maintenant qu'il faudrait documenter et après voir quelle est sa plus-value afin de faire un passage à l'échelle par rapport donc, à tous les pays qui veulent mettre en place ces comités. Donc, pour compléter ce que Oumou a bien expliqué, voilà l'ancrage et à sa présentation aussi des SOP qui soient des documents aussi normatifs donc pour leur fonctionnement. Et puis, progressivement, la pérennisation, c'est un processus. Voilà. Et le partenaire technique, peut-être les financements s'améliorant, peut être dans le renforcement technique. Voilà. Là, l'appui peut être technique jusqu'à la prise en main totale. Voilà. Comme on peut expliquer au niveau du système de gestion de l'infodémie. Voilà. Et c'est passer la main progressivement. Donc, la pérennisation sera un processus. Voilà. Donc, l'ancrage, la définition du contenu des différents postes et puis l'appui technique qui se fera progressivement jusqu'à une prise en main de, des acteurs. Voilà. Donc, voilà ce que je peux rajouter à ce que ma collègue a bien expliqué. Merci beaucoup. Avant de clore, on va prendre cette dernière question quels seraient les points de ressemblance entre la taxe force communication et le GTT grec? Monsieur Béni ou bien Oumoul? Oui, pour la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas une task force communication. Nous avons un JTT grec. OK. Mais nous avons, généralement, on a eu des task force. Je vais donner des options qu'on connaît tous. On a eu la task force vaccination contre la COVID. Voilà. Donc, on a eu la task force vaccination contre la COVID. Quand le vaccin est passé en routine, cette task force-là s'est fondue dans un programme qui existe, le programme élargi de vaccination. Voilà. Donc, de l'expérience que nous avons des task force, elles sont créées pour juste pour répondre à un besoin
Et puis, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, après, ces task force, par exemple, l'exemple de celle que j'ai citée. Et la task force Covid, ensuite, il y a des task force vaccination. Maintenant, on ne peut plus, ne parle plus de task force, mais plutôt d'instances qui seront pérennes. Donc, soit ce sont des structures des ministères de la Santé, ou bien celles comme le JTT, qui sont multisectorielles, mais qui ont un ancrage institutionnel bien défini. Voilà. Donc, nous, on appelle task force communication, mais plutôt un génétique. D'accord. Je suis tout à fait Maud? en phase avec ce qu'il a dit. Nous, on n'a pas de task force communication, mais c'est plutôt le comité CREC, multidisciplinaire, comme il vient de le dire, et qui permet donc à l'ensemble des parties prenantes impliquées, l'ensemble des secteurs, donc de pouvoir participer, échanger donc, par rapport donc à une réponse donnée. Voilà. D'accord. Merci. Merci beaucoup à tous. Nous sommes à la fin de ce webinaire. Je donnerai la parole à Oumou pour son dernier mot. D'abord, merci de remercier donc Jean-Jacques donc par rapport donc à l'organisation et l'animation donc de ce webinaire et remercier tous les participants et des questions pertinentes donc qui ont été soulevées et peut-être qui nécessitent donc peut-être un approfondissement si besoin est et comme Jean-Jacques également l'a rassuré, ces documents seront partagés et éventuellement s'il y a des questions, serons toujours disponibles pour apporter donc plus de clarification, plus de précision. Merci beaucoup également à mon co-présentateur, William. Merci. Et bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Monsieur Bélier, le dernier mot. Oui, merci à tous et à toutes. Merci, en tout cas, je crois qu'on était à plus de 100 participants. Voilà, donc ça montre de l'intérêt porté donc au sujet, surtout à la communication. Les participants étaient de tous les horizons de plusieurs pays, voilà, à travers donc le chatbot. Donc merci pour cette participation. Merci à ma collègue Oumou. Vraiment, c'était un plaisir, voilà, de présenter avec elle cette différentes présentations pour cette journée. Jean-Jacques, à toi. Merci, hein, comme toujours, de cette organisation. Merci. Et puis, merci à mes collègues de la Côte d'Ivoire qui se sont connectés donc, pour suivre nos échanges. Voilà, et bonne fin d'après-midi à tous. Et puis, voilà, comme je l'ai mis à la fin, demeurons solidaires, unis, partageons nos ressources, échangeons encore davantage encore sur cette plateforme pour d'autres sujets pour aider à renforcer les différents mécanismes de coordination et de communication que nous avons dans nos pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Merci Bélier. beaucoup. Merci Au à tous revoir. les participants pour votre présence et votre disponibilité. J'ai partagé des liens de Compass qui vont vous aider à avoir accès à des ressources vraiment très intéressantes que vous pouvez visionner. Aussi, je vous invite à vous connecter sur Springboard, qui est la plateforme professionnelle des acteurs de changement social de comportement. Comme je l'ai dit, l'enregistrement et les slides seront partagés via vos mails d'inscription à ce webinaire. Donc, merci d'avoir participé à ce webinaire de partage de connaissances sur la TREC dans la phase initiale d'une urgence de santé publique de portée internationale. Merci et bon après-midi à vous. Merci. Merci, cher Jean-Jacques. Merci au co-présentateurs.